Aujourd'hui, je vais vous parler des effets des radiations naturelles sur les électroniques embarquées, mais sur un sujet qui se différencie de l'environnement spatial, puisque là, on va uniquement aborder les aspects, les environnements atmosphériques et terrestres. Alors en fait, si on regarde d'un point de vue général la problématique électronique-radiation, en fait, c'est une vieille problématique qui a émergé dans les années 50 dans le cadre des applications militaires. Et ensuite, dans les années 60, pour tout ce qui concerne le spatial, puisqu'en fait des problèmes ont été observés dans cet environnement. Alors ce que je représente sur ces figures, voilà, c'est des figures très très génériques qui nous indiquent les différentes composantes de l'environnement radiatif au niveau de l'espace, avec les types de particules, les énergies et les flux. Voilà. Donc ça, j'en dirai pas plus sur le spatial. Et maintenant, je vais uniquement me focaliser sur l'environnement atmosphérique en essayant de vous expliquer pourquoi cet environnement est également sensible aux radiations. Donc, d'abord, première question, c'est pourquoi s'intéresser donc à ces effets des radiations au niveau du sol et au niveau atmosphérique. Alors en fait, si on se pose la question de ce qu'est un risque, en fait, un risque, ça va être la convolution d'un environnement qui va nous dire quelle est la quantité de particules, quelle est la nature de ces particules. Donc un environnement avec la sensibilité de l'objet étudié, donc en l'occurrence les composants, mais également multiplié par un volume embarqué. Alors ce que je voulais représenter sur cette petite image, c'est pour bien vous faire comprendre que finalement, aborder l'environnement spatial, aborder l'environnement atmosphérique ou l'environnement sol, finalement, le risque est le même. Alors pourquoi ? Alors on le sait, la sévérité de l'environnement spatial est évidemment bien plus importante que celle de l'atmosphère. Il y a beaucoup moins de particules au niveau atmosphérique. Par contre, forcément, on embarque énormément plus de composants au niveau atmosphérique, au niveau du sol. Et par ailleurs, les technologies qui sont embarquées dans nos applications terrestres sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus sensibles aux radiations. Donc finalement, si on s'amuse à faire un petit calcul d'ordre de grandeur pour chacun de ces environnements, on se rend compte que le risque global est à peu près équivalent, en tout cas dans le même ordre de grandeur. Donc c'est ça qui justifie le fait que depuis les années, on va dire 90, l'avionique s'intéresse évidemment à ces problématiques de radiation et aujourd'hui également les grands acteurs de la nanoélectronique au niveau du sol. Donc ça c'est le sommaire de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais passer un moment assez important sur la problématique où là je vais vraiment parler de grandes généralités, essayer aussi de vous convaincre au travers d'exemples très, très concrets que ces effets des radiations au niveau terrestre, ce n'est pas un mythe. Et ensuite, je basculerai sur deux parties, l'une concernant l'environnement radiatif au niveau de l'atmosphère et une autre sur l'impact au niveau des circuits, donc les effets, avec pour toile de fond en fait, les activités que nous menons à l'ONERA sur ces deux sujets. Alors, dans certains cas, nous sommes dans l'état de l'art, dans d'autres cas, on n'y est pas, mais bon, je pense que cette conférence a aussi pour objectif de présenter les activités que nous menons. Et enfin, je parlerai un peu des enjeux à court et moyen et long terme. Donc, au niveau atmosphérique, quand on parle de radiation, on parle de quel type de radiation ? Alors, tout d'abord, évidemment, l'environnement radiatif naturel qui est issu du rayonnement cosmique. Donc ça, je vais largement le détailler par la suite. Donc là, c'est des particules, c'est principalement composé de neutrons, de protons, de muons, d'électrons. La deuxième composante, c'est une composante de radioactivité naturelle que l'on trouve en fait dans tous les matériaux. Évidemment, par désintegration, ces polluants vont émettre des particules ionisantes, donc ces polluants qui sont dans les composants électroniques, et ça peut induire également des défaillances. Et puis la troisième contrainte dont je ne parlerai pas du tout dans la suite, c'est ce qu'on appelle les contraintes radiatives artificielles. Donc évidemment, on se doute bien que lorsqu'on est quand on travaille sur un accélérateur, on peut avoir des problèmes au niveau de nos électroniques, mais ça c'est quelque chose que je ne vais pas du tout aborder. Donc selon qu'on va s'intéresser aux applications sol ou aux applications avioniques ou atmosphériques, donc pour moi quand je dis avionique, atmosphérique, c'est qu'on est à des hautes altitudes, ça ne va pas être les mêmes particules qui vont nous intéresser. Ça, je vais le développer un peu plus tard.
Alors, je vous ai parlé d'effets sur les électroniques. Alors, tous ces effets sont regroupés au travers d'un sigle, SEE, qui veut dire Single Event Effect. Et en fait, la définition stricte, c'est une anomalie observée dans un composant électronique et qui est liée, qui est la conséquence de l'interaction d'une unique particule. Donc là, il faut se représenter les choses, il faut imaginer une particule qui interagit dans un composant, et ce simple passage de cette particule unique va induire une défaillance. Alors évidemment, il existe une multitude de types de défaillances. Là, j'ai voulu vous en illustrer les plus communes, mais aussi simples à expliquer. Donc la plus connue, c'est ce qu'on appelle le SEU. Donc c'est l'aléa logique, c'est le basculement, le changement d'état logique d'un point mémoire. C'est-à-dire que par exemple ici, j'ai un 1, il va se transformer en 0. Le deuxième effet, c'est la même chose, mais plusieurs cellules qui sont impactées. C'est-à-dire que dans ma chaîne d'information, je vais avoir 2 bits qui vont basculer. Alors évidemment, ce basculement, il peut très bien intervenir à un endroit qui est fonctionnel du composant qui n'a pas de conséquences, mais il peut aussi avoir lieu, par exemple, dans un registre, et ce qui va conduire au plantage de notre composant ou de notre système. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un CFI. Après, on peut aussi avoir des effets de propagation, c'est-à-dire qu'on va avoir des pulses de courant qui vont intervenir au niveau de notre circuit, ils vont se propager et induire des effets. Donc ça, c'est des effets qui sont problématiques, mais qui ne sont pas destructifs. A l'inverse, il y a toute une classification d'effets qui, eux, sont destructifs. Donc il faut bien se représenter les choses, c'est-à-dire que c'est une particule unique qui passe et qui conduit à la destruction d'un composant électronique. C'est ce qui est représenté ici. Alors en fait, je ne vais pas détailler les mécanismes, c'est juste pour vous illustrer quel type d'effet. Alors la question suivante, c'est comment on évalue concrètement le risque d'un composant. En fait, c'est assez simple. On va aller sous des faisceaux de particules, sur des accélérateurs. Donc là, j'ai représenté mon composant. On va délivrer une fluence de particules. Alors évidemment, ces particules, elles ont une nature, elles ont une énergie, qui est ou qui n'est pas représentative de l'environnement. Ça, c'est un autre problème. Et on va simplement calculer, et ça, ce sera la seule équation de ma présentation, ce qu'on appelle la section efficace, qui sera le ratio entre le nombre d'effets observés et cette fluence. En gros, c'est une probabilité. Alors, je l'ai dit, lorsqu'on va sur un accélérateur, généralement, on a un type de particule pour une énergie. Le problème, c'est que dans l'environnement, on a plusieurs types de particules et, évidemment, non pas une énergie, mais un spectre en énergie qui peut d'ailleurs être très très large. Donc, l'idée, c'est d'aller sur ces moyens de radiation artificielle, ces accélérateurs, de considérer, par exemple, si je prends le cas des protons, de prendre plusieurs énergies, de faire plusieurs points, d'évaluer cette section efficace, et ensuite, on va tout simplement convoluer cette section efficace avec la population des particules pour chacune de ces énergies, et on va obtenir ce qu'on appelle un taux d'événement, c'est-à-dire un nombre d'événements par unité de temps. Voilà. Bon, ici, j'ai rappelé l'équation, mais c'est simplement l'intégration de la section efficace du spectre différentiel de l'environnement sur la gamme d'énergie. L'autre question, c'est peut-on se protéger de ces effets? Alors, c'est ce qu'on appelle en fait le durcissement, qui est un domaine à part entière. Donc, en fait, on peut effectivement s'en protéger à différents niveaux. Donc, on peut déjà, au niveau du silicium, donc vraiment au niveau intime de la technologie, on peut très bien retenir la technologie la plus immune. On peut aussi jouer sur le design de la technologie. Alors, le design, c'est quoi? C'est que finalement, ce que je représente ici, c'est un inverseur. C'est le schéma électrique d'un inverseur. En fait, concrètement, topologiquement, on peut le réaliser de plusieurs façons. C'est ce que j'ai voulu signifier ici. Tout ça, ce sont des inverseurs. Mais évidemment, ils n'ont pas tous la même sensibilité. On peut aussi, pour durcir notre développement, agir au niveau du composant. C'est-à-dire choisir le composant le moins sensible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est par exemple, moi je veux une mémoire, je vais sélectionner 5 composants en mémoire qui répondent bien à mes spécifications, je vais les tester sous des faisceaux de particules, et je retiens celui qui est le moins sensible. Et après, on peut également appliquer du durcissement au niveau des fonctions, des équipements, des systèmes. Alors par de la redondance, par des stratégies logicielles, par la reconfiguration, enfin il y a toutes sortes de stratégies. Alors, autre question, c'est quels sont les composants, les filières qui sont concernées par ces effets au niveau atmosphérique?
Alors, il y a deux grandes familles. Il y a d'abord la filière qu'on appelle la filière puissance. Donc, le problème de la filière puissance, c'est que là, on est vraiment dans une classification d'effets qui sont destructifs. Donc là, clairement, ce qui est visé, c'est une immunité totale. Et puis après, ce qui est vraiment très, très sensible, c'est tout ce qui concerne le numérique, tous les composants très intégrés. Donc ici, j'ai mis un ensemble d'échantillons, juste pour que vous visualisiez. Ça va être évidemment tout ce qui est calculateur, tout ce qui est objet connecté. Enfin, dès lors qu'on a du numérique, on a potentiellement de la sensibilité aux radiations. Là, j'ai l'exemple, j'ai mis du pacemaker, que je vous développerai un peu plus tard. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attacher à vous présenter un certain nombre de faits que j'ai relevés dans la littérature ou de démarches auxquelles j'ai participé. Donc, trois petites choses amusantes. Enfin, amusantes, ça dépend pour qui. D'un point de vue scientifique, c'est amusant. Donc, en 2000, donc Sun Microsystems, c'est une société américaine qui développe des serveurs. Et donc, ils ont dû rappeler en urgence un millier de serveurs qui étaient défaillants. Et donc les ingénieurs, évidemment, ont travaillé pour essayer d'essayer de comprendre pourquoi ces serveurs étaient défaillants. Et ils ont trouvé finalement que le coupable, c'était effectivement les rayons cosmiques. Donc très probablement un équipement, un composant qui était sensible et qui rendait défaillant l'objet global. Alors celle-ci, je l'aime bien, c'est ce qui s'est passé dans la ville de Schaerbeek, en Belgique, donc en 2003. Il y a eu des élections municipales qui ont eu lieu selon deux protocoles. Le premier classique, donc on met des papiers dans l'urne. Le second, par voie électronique, avec des nouveaux systèmes électroniques. Et à la fin, quand ils ont compté, quand ils ont voulu comparer les deux systèmes, les résultats, ils ont observé en fait une différence de 4096 voix. Donc étrange. D'autant plus que 4096, c'est binaire, c'est-à-dire que c'est 2 à la puissance 12. Donc ça renvoie évidemment immédiatement binaire égale informatique, information, enfin voilà. Et donc il y a eu une étude qui a été réalisée pour essayer d'identifier pourquoi. Et donc la conclusion, ça a été justement de dire que l'erreur a très probablement été occasionnée par en fait un aléa logique, vous savez le fameux 1 qui se transforme en 0 dans le système. Alors tout ça, c'est évidemment pas très déterministe, c'est-à-dire que c'est des suppositions, mais on ne peut pas dire, il n'y a pas une preuve formelle qui dit, effectivement, c'est une radiation qui est passée. Et dernier point, en 2007, un article qui indique que, donc c'est une analyse de tous les rapports d'erreur de Windows, et on sait qu'il y en a beaucoup, donc en gros, sur 4 années, il y a 10% des crashs qui sont dus à un rayon cosmique. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour déduire cette conclusion, mais voilà, c'est ce qui a été publié. Donc là encore, tout ça, c'est absolument pas déterministe. On peut pas. Ça semble indiquer qu'il y a effectivement des effets, mais. Tout à l'heure, je vous ai parlé des pacemakers, mais voilà. Donc, en 2005, un des fabricants des pacemakers a adressé un courrier à tous les cardiologues pour leur indiquer que potentiellement, les rayons cosmiques pouvaient poser des problèmes au niveau des dispositifs. Alors là, on est sur des sujets sociétaux assez importants, puisque là, on est vraiment dans le médical, et en plus avec des objets qui sont implantés sur humains. Et donc, en 2011, à l'ONERA, on a mené une campagne en montant une collaboration avec un cardiologue. On a été irradié des pacemakers fonctionnels. On a été les irradier sous des faisceaux de particules, et après, on a pu étudier quelle était la population les probabilités en fait, que ces pacemakers défaillent. Et effectivement, on a pu observer des pannes fonctionnelles avec des niveaux de radiation, déjà avec des particules que l'on trouve dans l'environnement, et avec des niveaux de fluence qui sont tout à fait compatibles avec la vie d'un pacemaker. Donc là, déjà, là, on sent qu'on a pu démontrer de manière causale la relation entre ces défaillances et la radiation. Donc là, on monte encore en grade dans la dangerosité. Voilà le résultat d'un événement qui s'est passé sur un vol Qantas. C'était en 2008, donc c'était un Airbus A330 qui a piqué du nez 2 fois successivement avec, vous voyez bien l'état de l'avion, hein, on sent, on perçoit la violence. Hein. Il y a eu des blessés, dont plusieurs graves. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, il y a des commissions qui se mettent en place avec une multitude de scientifiques. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un document qu'on trouve facilement sur Internet, qui est le rapport d'étude
de cette panne. Donc c'est un document qui doit faire 500 pages. J'avoue que je ne l'ai pas lu complètement, même pas du tout en fait, j'ai juste été voir ce qui m'intéressait. Donc dans le cadre de ce travail, ils ont pu identifier quel était l'équipement qui était à l'origine de cette défaillance. Ils ont même pu remonter précisément à la partie du calculateur qui était responsable. Et une de leurs conclusions est de dire que, évidemment, ils n'ont pas une preuve suffisante, une preuve déterministe, mais le risque, les rayonnements sont très probablement la cause de cette défaillance. Du coup, nous, ça nous a donné l'idée avec... donc ça, c'est des choses qu'on a fait, nous, à l'ONERA, avec un laboratoire du CNRS basé à Grenoble. En fait, on a développé une petite carte, donc vous voyez ici. Donc c'est une petite carte qui contient plein de mémoire. Donc il y a plein d'informations dedans. Et en fait, cette mémoire, elle est complètement autonome. Elle est pilotée par un FPGA. Elle est complètement autonome. Elle vient relire régulièrement pour voir si on a toujours le même motif inscrit dans la mémoire. En gros, est-ce qu'on a des 1 qu'on bascule en 0 ou des 0 en 1. Donc ça se branche juste sur une batterie et on peut l'emmener où on veut. Et du coup, pendant plusieurs années, on s'est amusé à chaque fois qu'on partait en conférence à prendre ça dans notre bagage à main, bagage de cabine, pardon. Et donc, il faut imaginer la scène. On arrive dans l'avion et puis on prend notre petite carte devant tous les passagers, on branche notre batterie, on est content. Et à la fin du vol, on descend, on branche ça sur notre PC et on regarde est-ce qu'on a eu des défaillances. Donc, ces cartes, en fait, on les a à la fois utilisées en altitude, donc principalement au pic du Midi, mais également au Pérou. Et puis, on les a embarquées un certain nombre de fois dans des vols en avion. Alors, ce que l'on peut voir ici, voilà, ce sont le nombre d'erreurs qu'on a observées sur notre mémoire au cours du temps. Donc là, on est en altitude, on est à 3000 mètres. Donc, on a quand même observé 1200 pertes d'informations. Donc, ce qui nous permet de donner un ordre de grandeur du taux d'erreur. Et en avion, par exemple, sur un Paris-Los Angeles, on a observé 15 informations corrompues. Ce qui donne un ordre de grandeur. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est quelque chose d'important, c'est quelle est la quantité d'informations qu'on a embarquées sur cette carte. On a embarqué 1 giga. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple que j'aime bien, qui permet d'illustrer aussi assez bien ces effets de radiation, c'est tout ce qui concerne les imageurs. Alors, vous savez, les imageurs, c'est ces fameuses caméras CCD, ou ça peut être également des APS, que parfois on utilise dans tout ce qui est astronomie, pour enregistrer ce que l'on observe, ou même les sprites. Qu'est-ce qui va se passer, justement, avec ces rayonnements ? En fait, les particules... Donc, c'est quoi une matrice ? Enfin, c'est quoi un CCD ? C'est une matrice, en fait, de pixels, qui sont représentés ici en 2D, donc les carrés jaunes. Ce sont juste des puits de potentiel. Et donc, en fait, nos particules, évidemment, interagissent, passent dans ces puits de potentiel, déposent des charges, et ces charges, évidemment, ce sont des signaux qui sont collectés. Et donc, depuis 2009, on exploite une caméra CCD au pic du Midi. Donc, cette caméra, vous la voyez ici. Et donc, j'ai un petit film à vous montrer. Donc, ce que vous voyez ici, voilà. Vous voyez tous ces petits points que vous voyez, ici avec ces lignes, par exemple. En fait, ce sont des particules qui passent dans notre matrice et qui déposent des charges dans nos pixels. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose d'accéléré sur un certain nombre de mois, évidemment. Et à ce sujet, je voudrais attirer votre attention sur cette trace, cette signature que l'on a observée, alors je ne sais plus en quelle année, ça devait être dans les années 2011. On ne l'a observée qu'une seule fois, mais vous reconnaîtrez, en fait, vous voyez, il y a une forte similitude. En fait, on a vu une réaction nucléaire, enfin en tout cas la signature d'une réaction nucléaire. C'est-à-dire qu'ici, notre particule interagit avec un noyau, il y a 2 fragments ionisants secondaires qui sont émis, et on voit bien ici voilà, qu'ils interagissent dans les pixels en déposant des charges. Alors ce que l'on voit ici, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Après, on peut, en y couplant des approches théoriques, de la modélisation, on peut en sortir un grand nombre d'informations. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus loin. On peut alors peut-être pas aller jusqu'à la discrimination des particules, mais en tout cas, on peut quand même s'imaginer, est-ce qu'il s'agit plutôt d'un muon
plutôt d'un proton, d'un neutron qui interagit dans notre pixel. Alors maintenant, bon, là, c'était vraiment la problématique, donc c'était pour essayer de vous convaincre voilà, que ces effets des radiations sont présents et bien réels. Maintenant, je vais vous parler de l'environnement atmosphérique. Alors, l'environnement radiatif, évidemment. Donc, l'origine de l'environnement, je pense que tout le monde le sait à peu près, c'est simplement les rayons cosmiques primaires au niveau de l'espace qui interagissent avec les noyaux des constituants de l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque un rayon primaire interagit avec un noyau d'azote, par exemple? Eh bien, on va avoir une réaction nucléaire, a priori, qui va induire un certain nombre de particules, réémettre des particules avec différentes énergies qui elles-mêmes vont pouvoir interagir à nouveau avec un autre noyau, etc. etc. Et là, c'est ce qu'on appelle, les germes de particules énergétiques. Donc c'est ce qui est représenté ici. On a bien cette première particule primaire et ensuite cette myriade de particules secondaires. Alors qu'est-ce que l'on trouve dans ces particules secondaires en termes de population? On va retrouver, j'ai dit tout à l'heure, des neutrons, des protons, des pions, des muons, des électrons, mais avec des énergies, avec des spectres d'énergie qui sont très très larges. Si je prends l'exemple des neutrons, on va trouver des neutrons qui ont des énergies de l'ordre du milliélectronvolt, et puis on va également trouver des neutrons qui ont des énergies de l'ordre de plusieurs gigaélectronvolts. Donc on voit bien que là, c'est le grand écart au niveau des décades. Alors, est-ce que cet environnement est statique? Est-ce qu'il est constant? Alors évidemment non. Alors déjà, il varie avec la latitude, la longitude, l'altitude. Alors couramment, on dit qu'en gros, tous les 1500 mètres, on augmente notre niveau de radiation d'un facteur 2. Alors ça, c'est vrai jusqu'à un certain point, évidemment, jusqu'à une altitude de l'ordre de 18 km. Ça va dépendre également des conditions géophysiques, de l'atmosphère et du sol, parce qu'évidemment, ça va dépendre, par exemple, tout bêtement de la pression. Si évidemment je suis en forte pression, je n'ai pas la même couche atmosphérique équivalente, donc forcément, ça module mon niveau de radiation secondaire. Et ça varie évidemment avec l'activité solaire. Par exemple, est-ce qu'on est en forte ou faible activité? Est-ce qu'il y a une éruption solaire, etc., etc. Donc ça, je vais vous le détailler, évidemment. Alors, comment on obtient des informations de cet environnement? Alors, il existe évidemment des outils, des codes basés sur des équations, des approches analytiques, parfois un peu plus, avec plus de numérique, mais globalement, ce sont des modèles qui sont assez statiques. Alors, il existe un standard au niveau de la mesure. Le standard, c'est ce qu'on appelle le neutron monitor. Donc, c'est un objet qui va donc mesurer un flux, c'est-à-dire une quantité de neutrons par unité de temps et par unité de surface. Donc, pas d'information sur l'énergie. Donc, ces neutrons moniteurs, on en trouve un peu partout sur le globe. Il y en a, alors je ne sais pas précisément combien il y en a, mais je dirais entre 50 et 100. Là, c'est juste un exemple de cartographie. Voilà, alors évidemment, on va essayer de viser les régions polaires, parce que là, on a plus de radiation. Mais voilà, ça ne donne pas d'informations sur l'énergie. Alors, il existe une deuxième classe d'instruments qui sont nettement moins répandus. C'est ce qu'on appelle les spectromètres neutrons. Donc, eux vont nous donner l'information, évidemment, de la quantité de neutrons par unité de temps, par unité de surface, mais pour chaque gamme d'énergie, pour chaque énergie. C'est évidemment une information précieuse, parce qu'on se doute bien qu'un neutron qui a une énergie de 1 mégaélectronvolt et un neutron qui a une énergie de 1 gigaélectronvolt n'a pas le même effet sur une électronique, ou d'ailleurs même sur des cellules biologiques, par exemple. Donc ici, j'ai référencé quelques grandes études qui ont été menées. Donc dans les années 60, il y a S qui a fait des mesures sur ballon, et je dirais que c'est vraiment tout ce qui a pu sortir en termes de standards, de codes, viennent de ces premières mesures. Et ensuite, il y a eu deux gros projets, un projet mené par la NASA dans les années 2000 et un projet mené par la DGAC, ici à Toulouse, donc qui visait à embarquer un spectromètre neutron sur un A340-600 DC. Donc ça, c'était mes premiers pas dans le monde de la spectrométrie des neutrons, puisque c'était ma thèse. Et puis également, on trouve quelques spectromètres neutrons qui sont embarqués, qui sont positionnés en altitude dans des stations telles que le pic du Midi. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Nous y sommes d'ailleurs.
Donc là, je vais rentrer vraiment dans le cœur de nos activités, de ce que l'on mène à l'ONERA, puisque c'est un exemple en fait de caractérisation de l'environnement. Donc nous avons développé, alors ça nous a pris à peu près 5 ans, un instrument, un spectromètre neutron, mais ayant pour spécificité d'être étendu aux hautes énergies, c'est-à-dire d'aller chercher à la fois les basses énergies, mais également les très hautes énergies, ce qui n'existait pas vraiment jusqu'alors. Les gens s'arrêtaient à des énergies médianes. Et donc, évidemment, on n'a pas développé un instrument juste comme ça pour développer un instrument. On avait évidemment comme idée de l'exploiter sur un site en altitude. Et évidemment, en région Midi-Pyrénées, ça ne pouvait être que le pic du Midi. Alors évidemment, le pic du Midi, en plus, c'est un lieu qui a qui a un vrai héritage du point de vue des rayons cosmiques, puisqu'on sait bien que depuis les années 30, il y a eu de nombreux cosmiciens qui y ont travaillé. Il y a eu Pierre Auger, il y a eu le prince Ringuet. Donc c'était aussi très intéressant que cette manip rayon cosmique vienne s'installer au pic. Donc depuis le mai 2011, nous avons un spectromètre, donc que vous voyez ici, qui en permanence mesure les neutrons atmosphériques, mais également détermine leur énergie. Alors, je ne dirais pas forcément comment fonctionne cet instrument, parce que ça prendrait un peu de temps. Par contre, si après ça peut alimenter des questions, je vous expliquerai précisément le fonctionnement de cet instrument. Donc ça a été un premier pas, ce premier instrument au pic du Midi. Mais on a voulu aller plus loin, on s'est dit, puisque cet instrument est très performant, on va essayer d'aller faire des mesures ailleurs. Donc on a été positionné un second spectromètre neutron au Brésil, donc au Pico dos Dias, en 2015. Et donc depuis 2015 également, dans le cadre d'un projet polaire qui s'appelle Shinstrap, eh bien, on exploite un troisième spectromètre neutron en Antarctique. Alors ici, sur cette courbe, ça c'est très intéressant, ce que j'ai positionné, donc en fonction de l'épaisseur atmosphérique, donc qui est à peu de choses près l'altitude, on va dire, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, le nombre de coups par seconde, donc le nombre de coups c'est vraiment le nombre de particules détectées. Donc en noir ce sont les neutrons monitors, et partant du spectre des neutrons déduit des spectromètres neutrons, on peut recalculer un nombre de coups équivalent aux neutrons monitors, et donc en rouge nos spectromètres neutrons. Donc on voit bien que les mesures sont cohérentes, et ce qu'on voit surtout c'est qu'effectivement Concordia c'est l'endroit où il faut être pour mesurer. Alors pourquoi ? Parce qu'on est en altitude. En altitude, on est à 3300 mètres d'altitude, et puis on est dans les cornets polaires, donc là, champ magnétique très faible, donc beaucoup plus de radiation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'on mesure un spectre de neutrons ? Quelle est l'utilité ? Alors, la première, évidemment, c'est de faire une étude long terme, de voir est-ce que cet environnement varie au cours du temps. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez ? L'environnement qui fluctue sur 5 années, donc mesure au pic du Midi. Ça, je vais le détailler après dans une autre planche. On peut identifier des signatures d'éruption solaire. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on appelle une décroissance Forbush. Autre type d'éruption solaire, des GLE. Alors, quelle est la différence entre une décroissance Forbush et une GLE ? Alors, en fait, lorsque le Soleil va émettre des particules dans une éruption, généralement, dans la plupart des cas, l'énergie de ces particules sont relativement faibles. En tout cas, insuffisamment élevées pour pénétrer la haute atmosphère. En fait, elles vont renforcer, finalement, la magnétosphère, la capacité de la magnétosphère, et donc, elles vont davantage dévier les rayons cosmiques primaires, donc ceux qui viennent de l'espace, qui sont à l'origine des douches cosmiques. Et donc, en fait, c'est un effet qui est anticorrélé. C'est-à-dire que j'ai plus de particules qui arrivent, mais la conséquence, c'est que j'ai une baisse de mon niveau de particules secondaires. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Voilà. Donc, c'est vraiment un comportement anticorrélé. A l'inverse, on a d'autres éruptions solaires qui s'appellent des GLE, qui, elles, vont émettre des particules quasi-relativistes, et qui, elles, pour le coup, vont être capables de pénétrer la magnétosphère, et donc renforcer nos douches secondaires. Et donc, on va avoir des élévations de niveau de radiation qui peuvent aller jusqu'à des facteurs 50 à 100, mais de manière très, très ponctuelle. Alors, je reviens justement à qu'est-ce que je peux faire de mes mesures. Je peux aussi étudier au niveau du sol quel est l'impact des rayonnements qui viennent du sol. Alors,
en fait, c'est des rayonnements qui, initialement, évidemment, ce sont mes neutrons qui vont pénétrer dans le sol, mais qui vont être réémis en modifiant, évidemment, leurs caractéristiques énergétiques. Alors ben voilà, je rentre un peu plus donc, dans le détail. Donc, vous voyez, on voit ici, sur 5 années, je crois que c'est même 6 années, on voit une fluctuation du rayonnement observé au pic du Midi. Et ça, on peut le corréler très simplement avec le cycle hiver-été. En fait, c'est tout simplement, l'hiver, j'ai de la neige au pic du Midi, à la fois sur le toit, à la fois autour de la manip. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la manip, elle est tout en haut du pic, dans un bâtiment, mais tout en haut de ce bâtiment. Et donc, c'est vraiment l'effet de cette neige qui va thermaliser une partie des neutrons, donc qui va atténuer, en fait, à la fois du point de vue de l'énergie, mais aussi de la quantité. Donc, ben, l'hiver, en fait, on va avoir moins de neutrons. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une analyse long terme. Maintenant, si on regarde un peu plus ponctuellement, qu'est-ce qui se passe lors d'une éruption solaire? Donc là, c'est l'exemple de la décroissance Forbush de mars 2012. C'est ce que je vous montrais précédemment sur la figure. On voit bien ici cette diminution du flux de neutrons. Voilà, donc là, c'est une analyse qui est plutôt une analyse court terme. Donc voilà, donc ces instruments permettent de monitorer l'ensemble de ces phénoménologies. Alors évidemment, lorsque l'on a des instruments qui mesurent à des endroits précis, on n'a jamais que l'information de la radiation là où on la mesure. Nous, ce qu'on voudrait, c'est aller plus loin, c'est être capable de dire, ben, je mesure en 3 points, mais ce que je veux, c'est extrapoler les champs de radiation n'importe où sur le globe. Donc ça, c'est des travaux qui ont été menés, donc via de la modélisation, évidemment. Donc au niveau du sol, enfin au niveau de l'espace, qu'est-ce que l'on a? On a nos cosmiques primaires, entre les deux, on a nos douches qui génèrent les secondaires, et qu'est-ce qu'on fait nous? On mesure des secondaires. Donc ben, l'idée, c'était simplement faire des modélisations de nos douches, donc une connaissance de nos douches, et donc partant de notre mesure au sol, en faisant un calcul inverse, remonter de nos douches jusqu'à une information au niveau de l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paramètre le potentiel solaire, donc finalement qui traduit à peu de choses près la quantité de cosmiques primaires qui vont pénétrer la haute atmosphère. Et ce que l'on peut voir sur ce graphe, donc 2 choses. Donc le comportement de ce potentiel solaire lors de cette fameuse éruption solaire de 2012. Donc ce que l'on observe en noir, c'est ce qui a été déduit, donc ça c'est une collaboration qu'on a menée avec le LPSC de Grenoble, donc ce qui a été déduit à la fois de leur méthode et des mesures faites sur la station internationale. Donc on voit bien ici que le potentiel solaire augmente lors de l'éruption. Et en rouge, eh bien, c'est la méthode utilisant les données du pic du Midi avec cette approche numérique, théorique. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une très bonne corrélation entre les deux. Donc ça démontre bien qu'on est capable, en partant de mesures sol, on est capable de remonter une information qui concerne davantage l'espace. Donc une autre illustration, donc, voilà ben, la base Concordia, là, voilà, c'est là où on a notre troisième spectromètre. Et voilà donc en gris clair et en gris noir, toujours ce potentiel solaire déduit des mesures de Concordia et déduit des mesures du pic du Midi. Donc pour 2 temps d'intégration. Donc là, on va plutôt regarder celle-ci qui est plus nette. Donc un temps d'intégration d'1 semaine. Voilà, donc on voit bien qu'au niveau des ordres de grandeur, on est vraiment tout à fait cohérent. Et ça a une conséquence très directe, c'est-à-dire qu'avec notre réseau, on est capable de calculer le potentiel solaire et donc de montrer qu'il y a une corrélation entre 2 lieux, voire 3 lieux. Donc on est capable de le réutiliser pour, je ne sais pas, une autre altitude, une autre localisation. Donc voilà une planche de synthèse. Donc ce réseau, on calcule le potentiel solaire qui au passage pourrait également aider, alors ça c'est pas du tout mes activités, mais qui pourrait également avoir une composante space weather. Mais du coup, on peut derrière faire des calculs de rayonnement au niveau de l'atmosphère, tout simplement par exemple sur une trajectoire d'avion. On peut également dresser des cartographies de doses biologiques, et on peut pourquoi pas également imaginer des systèmes d'alerte pour dire voilà, je détecte une éruption. Donc ça c'était la partie environnement. Maintenant on va revenir à la partie effet. Donc la conclusion de cette partie environnement, c'est vraiment de dire que l'environnement, contrairement à ce qu'on pense souvent, est tout à fait dynamique et évolue dans le temps. Et donc
d'où la nécessité de le mesurer, de le caractériser. Alors concernant les effets, on a toujours cet environnement qui est ici, donc qui est dynamique, qui va en fait, qui va interagir au niveau des structures évidemment de tous les objets qu'on va étudier, et donc des rayonnements vont atteindre nos composants électroniques. Et quelle va être la conséquence? La conséquence, ça va être d'interagir au niveau du semi-conducteur, donc là j'ai représenté un transistor, et d'y déposer des charges ou des densités de porteurs. Donc c'est représenté ici dans le cas d'une particule qui serait directement ionisante, donc on voit bien, elle dépose des charges, ou ici une réaction nucléaire qui va déposer des charges via des produits secondaires qui, eux, sont ionisants. Alors qu'est-ce que vont faire ces charges au niveau du semi-conducteur? Eh bien, elles vont être transportées, elles vont évoluer dans le milieu, et potentiellement, elles vont pouvoir être collectées au niveau des électrodes de mon transistor. Et qui dit collection de charges au niveau d'une électrode, dit courant. Donc on va avoir l'apparition de courants qui vont se propager et donc potentiellement pouvoir perturber mon circuit. Et c'est ce qu'on appelle un single event effect, que j'ai défini tout à l'heure. Donc finalement, si on regarde bien cet aspect SEE, en fait c'est vraiment un scénario qui est multiphysique et multi-échelle. Parce qu'on a de l'environnement, on a de l'interaction, on a du transport dans le semi-conducteur, on a du circuit. Donc si je focalise un peu plus sur tout ce qui est interaction élément-matière, donc je l'ai dit, les particules directement ionisantes, par exemple, ça va être les protons, les muons, donc ils vont déposer directement, le long de leur trajectoire, des charges. C'est de l'ionisation qui est directe. Donc typiquement, un proton va pouvoir générer de 1 à 3 femtocoulomb par micron, alors qu'un muon, c'est évidemment beaucoup moins ionisant, ça va pouvoir déposer de l'ordre de 0,5 femtocoulomb par micron. Maintenant, si on regarde tout ce qui concerne les options nucléaires, donc là, ça va plutôt concerner les neutrons, les protons. Donc on a notre particule initiale qui va interagir dans notre noyau de silicium. Il va se décomposer en fragments qui, eux, peuvent être, ou ne pas être d'ailleurs, ionisants. Généralement, ils le seront. Et donc ce sont ces produits qui vont, cette fois-ci, générer des charges. Alors, à l'inverse de l'ionisation qui elle est directe, et donc ça marche à tous les coups, dans le cadre des neutrons et des interactions nucléaires, il y a un aspect probabiliste. C'est-à-dire qu'un neutron peut très bien passer dans de la matière sans interagir. Ça va dépendre de plein de paramètres, de l'épaisseur. L'ordre de grandeur, c'est de se dire que dans le silicium, la probabilité qu'un neutron interagisse est de l'ordre de 10-5 par micron parcouru. Voilà. Ça veut dire aussi qu'un neutron qui aura parcouru 10 puissance 5 microns, aura au moins interagi une fois. Et les dépôts, par contre, eux, vont être beaucoup plus importants, de l'ordre, vous voyez, de 1 à 1000 femtocoulomb par micron. Donc ça veut dire qu'on a des particules qui ionisent directement, mais qui déposent peu, et on a des particules qui ont une probabilité d'interagir, de déposer, mais qui déposent beaucoup. Alors après, c'est l'art de savoir quelle est la balance. Qui est-ce qui va remporter qui va être le plus nuisible. Et là, je veux juste souligner une problématique qui est liée à l'intégration technologique. Je vous ai dit qu'en fait, ce qu'on regardait souvent, c'est le dépôt le long de la trajectoire d'une particule. En fait, ce dépôt a également une dimension qui est radiale. Voilà, on ne dépose pas ponctuellement des charges, c'est radial. Et le problème, c'est qu'avec l'intégration technologique, avec la miniaturisation des technologies, aujourd'hui, ce dépôt radial est supérieur en fait à la dimension élémentaire d'un transistor. C'est ce qui est représenté ici. Donc ça veut dire qu'on a aussi une problématique recherche qui consiste à dire c'est bien beau de savoir ce qu'on dépose le long de la trajectoire d'une particule, mais il faut aussi savoir quantitativement comment on le dépose. Et ça fait l'objet de beaucoup de travaux de recherche actuellement dans la communauté. Alors maintenant, si je me focalise sur l'aspect vraiment plus semi-conducteur, donc là j'ai représenté un inverseur. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec les inverseurs, c'est 2 transistors en fait. J'ai mon dépôt, là on vient de travailler un peu sur le dépôt, j'ai mon dépôt et ces particules vont obéir à des mécanismes physiques type diffusion en bipolaire, tout simplement, et être collectées au niveau des électrodes. Donc c'est ce qui est représenté ici, on va avoir des courants, une modification des tensions, et donc ces pulses de courant vont se propager et vont, par exemple, dans le cas que j'ai voulu illustrer ici, modifier une information dans un registre, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Alors j'ai un petit peu évoqué les évolutions technologiques. Quel est l'impact sur la sensibilité aux radiations?
Alors c'est quoi l'intégration technologique? Ben, en fait, c'est toujours cette volonté de vouloir réduire la dimension des technologies. Aujourd'hui, on est dans l'ère du nanométrique. C'est toujours en mettre davantage, donc l'augmentation des densités. C'est baisser les tensions d'alimentation pour consommer moins. C'est toujours évidemment une complexité au niveau circuit croissante. On augmente la fréquence et on introduit de nouveaux matériaux, évidemment. Donc, cette petite figure vous indique, en 1880, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du 1 et du 0. Bon, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un point mémoire, une cellule élémentaire. Ben, la dimension de cette cellule élémentaire, dans les années 80, c'était 1700 microns carrés. Alors aujourd'hui, on est même en deçà du 32 nano, mais j'ai laissé parce que c'était une ancienne slide. Sur une 32 nanomètres, donc c'est une technologie qui aujourd'hui est complètement mature, on est à 0,17 microns carrés. C'est-à-dire qu'on a diminué la surface d'une cellule élémentaire d'un facteur 10 000. Voilà. Donc on peut imaginer que ça a forcément des conséquences. De la même manière, on a baissé la tension d'alimentation. D'accord? On consomme moins. Alors, il faut voir l'électronique, pour ceux qui ne sont pas électroniciens, il faut voir finalement, un point mémoire, c'est jamais qu'un paquet de charge, en fait, ce qu'on confine. Le problème, c'est que, on l'a dit, on l'a montré, nos particules génèrent des charges, justement, dans le semi-conducteur. Donc, la question, c'est de savoir quel est le rapport entre ce paquet de charges qui représente l'information et les charges générées par le semi-conducteur. On peut imaginer que les particules qui déposaient peu avant, en fait, ne perturbaient pas nos points mémoire, mais aujourd'hui, elles les perturbent, puisque finalement, le rapport des deux est vraiment au bénéfice de ce qui est déposé par les particules légères. Donc, j'ai voulu illustrer ça par deux exemples concrets. Les effets multiples, d'abord. Alors ça, finalement, ça pourrait correspondre à cette situation. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un transistor, j'avais un dépôt, et puis ce dépôt de charge, le long induit par un ion, par exemple, allait perturber juste un transistor. Avec l'intégration, finalement, j'ai toujours le même dépôt, il a toujours la même morphologie, on va dire. Par contre, voilà, j'ai beaucoup plus de transistors et potentiellement, j'ai beaucoup plus de zones qui vont collecter. Donc ça veut dire qu'en fait, tout simplement, une particule va induire non pas un effet sur une cellule, mais une multitude d'effets sur plusieurs cellules. Donc ça complexifie énormément l'approche qu'on peut avoir derrière pour quantifier le risque. Autre illustration, je l'ai dit, l'intégration induit une augmentation du seuil de sensibilité des technologies. Donc ici, c'est ce qui est traduit ici. Ici, vous voyez, j'intègre mes technologies. Voilà, donc je passe du 90 au 16 nanomètres. Ici, c'est juste une enveloppe qui me dit quelle est la charge seuil de sensibilité de ma technologie. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, plus j'intègre, plus mon seuil diminue. Et donc, par exemple, nos protons qui, d'un point de vue ionisant, avant, ne pouvaient pas déposer suffisamment de charge pour générer des effets, et il y a un moment où, sur des technologies, en l'occurrence vers 90-65 nanos, elles sont devenues capables d'induire des effets. Et ça change un peu tout parce que ça veut dire que pour quantifier un risque, on ne regarde plus simplement les neutrons, mais il faut regarder aussi les protons. Et même phénoménologie pour les muons. Les muons, c'est des particules qui déposent très très peu d'énergie dans les semi-conducteurs, on ne s'en est jamais soucié jusqu'alors. Et il y a très peu de temps, des fabricants ont montré que justement leur technologie était sensible aux muons. Et ça a des conséquences très très importantes parce que les muons, au niveau terrestre, ce sont les particules les plus présentes. D'une part, elles interagissent directement par ionisation, donc ça pose vraiment un grand nombre de questions. Et actuellement, il y a énormément de laboratoires et d'équipes qui travaillent sur ces sujets. Et puis ça pose la question du test. C'est-à-dire que si hier on allait juste sur des moyens neutrons pour faire des tests et qualifier les composants, mais aujourd'hui on est obligé d'aller sur des moyens qui délivrent des protons, basse énergie, des muons. Et donc ça pose la question, est-ce que ces moyens existent? Est-ce qu'on peut y accéder? Et puis est-ce que c'est facile de faire du test muon par exemple? Voilà. Donc il y a aussi une très très forte dynamique au niveau du test. Alors, dans tous ces éléments, il y a un point qui est excessivement important, c'est la modélisation. La modélisation, alors ça c'est l'autre aspect thématique que je vais un petit peu aborder, c'est l'idée de reprendre, vous savez tout à l'heure je vous ai montré que c'était un scénario multiphysique, en gros c'est modéliser tout ça, l'environnement, l'interaction, le semi-conducteur et le circuit. Voilà. Donc ça s'appelle, c'est une plateforme qui est développée depuis 2007 à l'ONERA, qui s'appelle Musca CEP3, tout à l'heure Yves l'a mentionné. Donc c'est évidemment une plateforme qui est multiphysique. L'objectif, c'est de pouvoir quantifier le risque.
Donc voilà, par exemple ici, ce qui est représenté, c'est un nombre de SEU observé pendant une éruption solaire, pendant plusieurs éruptions solaires. Ici, ça va être regarder quelles sont les tendances d'évolution de risque sur telle ou telle technologie. Et ça peut être également pouvoir identifier dans mon composant quelle est la zone qui est sensible. Donc j'ai deux exemples à vous montrer. Celui-ci qui est très intéressant, c'est un bon élément de synthèse. Donc on retrouve ici sur deux technologies. Alors je ne sais pas si vous êtes familier des technologies, ici c'est ce qu'on appelle le bulk, c'est ce qui est le plus standard, ici le FDSOI. C'est structurellement assez différent, mais en tout cas la fonction est la même. C'est ça qui est intéressant. Et voici donc ici l'intégration technologique. Alors c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici on est sur des vieilles technologies, ici sur des technologies innovantes. Et ce que l'on montre ici en rouge, c'est l'évolution du risque. Vous savez, le fameux taux, hein, le nombre d'erreurs par unité de temps, voilà, qui est en rouge ici, pour les deux technologies. Alors déjà, on voit que, selon les technologies, on n'a pas du tout le même risque. On voit que, par exemple, le FDSOI semble moins sensible. Et puis, on peut aller plus loin avec la modélisation. On peut aussi regarder, puisque c'est une entrée, quelle est la contribution des différentes particules. Est-ce que c'est le neutron, les protons, les muons? Donc, on retrouve ici d'autres courbes, d'autres couleurs, pour chacune des composantes, donc neutrons, muons, protons. Et ce que l'on observe, c'est qu'évidemment, pour les vieilles technologies, entre guillemets, on va surtout retrouver, en termes de contribution, alors du point de vue particules, ça va être surtout les neutrons, mais ce que l'on observe, par exemple, c'est que pour les nœuds les plus avancés, ce sont les muons qui vont majoritairement contribuer aux défaillances de nos électroniques embarquées. Et ça, c'est un point qui est très important parce que ça pose plein de questions sur le test. Justement, ça rejoint les aspects environnement. Il faut être capable de caractériser l'environnement, c'est-à-dire de dire quelles sont les populations de muons au niveau terrestre. Donc ça alimente énormément de thématiques. Un autre exemple, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est alors ça rejoint, vous savez, l'aspect durcissement que j'évoquais tout à l'heure, au niveau des designs. Alors, l'espèce de figure que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle, c'est la topologie d'un circuit, bon, un petit peu complexe. En fait, c'est le positionnement de mes différents transistors dans ma fonction électronique. Et les taches rouges et jaunes que vous pouvez voir, ça permet d'identifier les zones qui sont responsables de la sensibilité, les zones fonctionnelles et topologiques. Et donc, en disposant de telles informations grâce à la simulation, on est capable de se poser la question, mais que dois-je faire au niveau de cette zone pour améliorer ma sensibilité aux radiations? Et puis ça, c'est applicable évidemment à un grand nombre à des circuits relativement complexes. Donc maintenant, je vais passer sur la partie conclusion et discuter un peu les enjeux. Donc finalement, la contrainte radiation, c'est une contrainte qui est finalement assez ordinaire. En tout cas, elle le devient, au même titre que pourrait l'être, que l'est déjà la CEM, la thermique, etc. etc. Après, effectivement, il y a quand même une petite spécificité sur les effets destructifs, c'est que la tolérance, évidemment, la tolérance requise, elle est zéro. C'est-à-dire que les effets destructifs, ce n'est pas quelque chose d'acceptable pour un système. Et donc, il y a deux objectifs importants. Le premier, c'est d'être capable de quantifier le risque. Et ça passe nécessairement à la fois par comprendre les mécanismes au niveau semi-conducteur, circuit, mais également notre connaissance de l'environnement. Et autre point, c'est connaître l'évolution des risques en fonction de l'évolution technologique. Alors ça, j'aime bien prendre cet exemple. C'est, imaginons par exemple un équipementier avionique qui développe un système. À T0, il est capable de dire mon système tient aux radiations, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des études qui sont intégrées dans ces développements, c'est pris en compte. Par contre, on sait très bien que la durée de vie d'un avion et donc d'un équipement, c'est de l'ordre de 40 ans. Donc, il faut être capable, sur cette durée de vie de l'équipement, en tout cas de la fonction de l'équipement, il faut être capable, parce qu'en gros, ils vont redévelopper cet équipement en cours de vie avec les technologies qui seront à ce moment-là disponibles. Donc, il faut être capable d'anticiper les futures problématiques. Se dire, voilà, aujourd'hui, je ne traite que les neutrons, mais dans 10 ans, à cause de l'évolution technologique, il me faudra aussi traiter les muons, par exemple. Donc voilà, il y a toujours ce travail d'anticipation qui est excessivement important. Et puis un point important aussi, c'est ce qu'on appelle les synergies, c'est qu'aujourd'hui tout le monde travaille dans son coin. Il y a les gens de la CEM, il y a les gens de la fiabilité, il y a les gens des radiations. En fait, tout ça, ça communique. C'est-à-dire que la fiabilité va avoir un impact sur la sensibilité aux radiations,
l'ACEM peut également avoir un impact dans certains scénarios. Donc ça, c'est des choses qui sont assez innovantes, mais qui sont en cours de développement. Sur le RN, enfin sur l'environnement, je dirais que la grande tendance, c'est qu'évidemment, la mesure, enfin alors ça c'est un avis qui est assez personnel, mais je pense que qui est assez répandu, c'est que la mesure, elle tient une place excessivement importante, parce que c'est quand même elle qui nous donne déjà qui nous donne une façon de valider évidemment nos modèles, mais qui est aussi à la base de tout. Donc la démarche aujourd'hui, c'est plutôt de se connecter avec d'autres moyens de mesure. Alors par exemple, aujourd'hui, notre réseau, nous par exemple, c'est 3 spectromètres, mais on est en train de discuter avec d'autres équipes, des Italiens, des Argentins, qui commencent à développer des spectromètres, et l'idée, c'est d'amplifier, de faire grossir ce réseau pour avoir davantage de données, et donc forcément améliorer à la fois la physique et tout ce qu'on peut faire de ces mesures. Il y a également un point que j'ai noté, c'est l'opportunité que représentent les caméras CCD. Alors ça, c'est des contacts que j'ai déjà eus ici avec Alain Klotz, avec qui on ne s'est jamais rencontré sur Toulouse, on se voit toujours dans les jurys de thèse. C'est la seule façon qu'on a trouvé pour pouvoir se rencontrer, à cause de nos agendas. Et à chaque fois, on discute de ce sujet des caméras CCD. En fait, la caméra qu'on exploite au Pic du Midi, c'est une caméra qui est utilisée sur des moyens d'astronomie. Donc ce qui embête finalement les astronomes dans leurs mesures, c'est ces petits glitches, ces petits points blancs, et qu'ils essaient d'évacuer, en fait, moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'avec ça, je sais en faire quelque chose. Je sais en donner une information sur les rayonnements. Voilà. Donc, il y a cette idée qui est en train de germer, de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ou créer un réseau, justement, basé sur des mesures sur ces caméras CCD. Et puis, un point très important, c'est l'amélioration des modèles physiques. Donc ça, on travaille déjà avec des gens du CPPM de Marseille et du LPSC de Grenoble, mais je pense qu'à l'OMP, il y a forcément une multitude de compétences qui pourraient nous permettre d'améliorer nos modèles physiques, à la fois au niveau de nos douches atmosphériques, mais aussi de tout ce que l'on fait au niveau des cosmiques primaires. Et puis pour terminer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, la grande tendance, c'est d'aller vers un flow global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis vraiment focalisé sur l'environnement et sur les effets sur les électroniques embarquées. J'ai complètement négligé, mais parce que ce n'est pas forcément mon sujet thématique, les effets sur les cellules biologiques. Malgré tout, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques mois, et on travaille actuellement sur un flow qui permet à la fois d'importer les informations, la spécification de l'environnement, en y intégrant sa dynamique, et à la fois, de manière combinée, les effets sur les systèmes électroniques et sur les cellules biologiques, pour avoir une double analyse, à la fois dose et SE. Donc, là, je me répète un petit peu, mais voilà, l'environnement, c'est quelque chose de complètement ordinaire aujourd'hui, enfin, en tout cas, son impact. Donc, ça implique la nécessité vraiment d'à la fois travailler sur les neutrons, les protons, les muons, enfin, sur toute la composante de nos particules. Donc, toujours d'associer des réseaux de plus en plus étendus avec de la modélisation. Et je dirais que ce qui est très intéressant globalement dans cette thématique, c'est qu'il y a un vrai besoin industriel qui est identifié, mais qui exige de résoudre des verrous scientifiques. Donc je dirais que c'est un cadre de travail qui est assez intéressant parce qu'on a à la fois l'attention des industriels, mais à la fois la nécessité de vraiment faire de la science. Donc c'est plutôt sympa. Alors après, comment aujourd'hui prendre en compte nos effets sur les applications terrestres et atmosphériques? D'abord, je pense que c'est évidemment en collaborant, en augmentant les compétences, et puis surtout en se basant sur les bonnes pratiques déjà présentes, par exemple dans des environnements comme le spatial, pour lequel les radiations font partie du quotidien. Et je voudrais juste terminer en disant que du point de vue pôle toulousain, on est vraiment très bien positionné parce que finalement, on a toutes ces briques élémentaires, alors qui sont réparties sur différents labos, différents industriels, mais il y a quelque chose quand même de très motivant et de très agréable. Voilà.